bienvenue dans ce podcast. Donc, je m'appelle Gaspard Doer, je suis consultant junior chez Galit, donc dans les solutions de paiement, et je travaille dans les équipes stratégie et innovation donc de Galit. Et je suis accompagné de Nicolas. Bonjour Gaspard, Nicolas Bosman, je suis responsable lutte contre la fraude et paiement chez Galit, tout dans la même équipe que Gaspard sur l'innovation principalement. Donc, le thème de ce podcast, c'est la fraude 3.0, donc entre prédateurs et algorithmes. On est en septembre. Pour nous, là, l'échéance, c'est la sortie des chiffres de l'OSMP. Donc, ça reprend pas mal de choses. C'est quoi ton avis ou en tout cas ton pronostic sur l'OSMP? Alors mon pronostic il est un peu faussé, et effectivement le rapport au SMP il est attendu par l'ensemble des banques de la place, mais aussi par les marchands qui regardent ce qui se passe et si leur travail a été bien fait. Il est un peu faussé parce que il y a un premier rapport qui est sorti pour le premier semestre 2024 en comparatif à 2023. Et ce qui ressort, c'est que la fraude sur les moyens de paiement scripturaux est en baisse, et en légère baisse. Que ce soit sur les virements ou sur le paiement par carte, c'est assez stable. Ouais. Donc les montants baissent d'un côté, le nombre augmente de l'autre parce que en fait le fraudeur, il va multiplier ses attaques. Et en multipliant ses attaques, il multiplie le nombre de tentatives, mais par contre, le montant qu'il va attaquer est un peu plus faible. Donc mon pronostic, c'est que ça va être assez stable. Donc c'est-à-dire que l'ensemble de l'écosystème, que ce soit les banques, que ce soit les marchands, que ce soit les plateformes de paiement, les fintech, ont des solutions adaptées. Et depuis l'ADSP2, en fait, depuis l'ADSP2 qui est la mise en place d'authentification forte, Mhm. et ben on arrive à maîtriser, en tout cas maîtriser cette fraude, la stopper et la limiter. Oui, parce que alors la fraude, si on revient un peu, il y a quelques années, on parlait de fraude au paiement, c'était surtout on avait l'image de, tu sais, la carte volée, de, le pickpocket, le voleur qui te prend ta carte, ou au mieux, c'était, se faire tirer ses numéros de carte sur internet en allant sur un site un peu malveillant. En fait, c'est plus large que ça, là, ça va plus loin, ça va de où à où, en gros. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que toi, tu étais peut-être trop jeune, mais la carte, quand elle a été sortie, même moi, je n'étais pas né, hein. Donc la carte est sortie, et le moyen de paiement carte, il n'était pas du tout adapté à l'internet, qui n'existait pas. Donc Mmh. c'était un moyen de paiement en proximité, et l'ensemble des acteurs ont dû adapter ce moyen de paiement au paiement sur internet. Et donc on a mis des patchs, on a mis des différentes solutions pour essayer de sécuriser. La DSP2 est intervenue et a mis en place cette authentification forte. Ça a freiné les attaques des fraudeurs. Donc tu disais les attaques sur internet, à la base, la récupération d'informations de coordonnées bancaires, de coordonnées de cartes, elle se faisait principalement en physique. Mmh. C'était un malveillant chez un commerçant qui récupérait les informations, soit via la bande magnétique, soit juste en lecture sur le ticket accompagné du CVV où il fallait que quelques secondes pour récupérer ce numéro. Donc, une fois que cette DSP2 est arrivée, les fraudeurs ont été stoppés, et ben, ils se sont adaptés, hein. Ils sont comme nous, on s'adapte à toute situation, et eux utilisent d'autres moyens et pas forcément le moyen de paiement pour attaquer pour lancer ces attaques de fraude. Ce qu'on va faire, c'est il va attaquer chaque étape du paiement. Il va suivre le client sur l'ensemble de son parcours, que ce soit en proximité ou que ce soit les sites d'e-commerce, et il va tenter différentes attaques en jouant sur les conditions générales du commerçant, en jouant sur la naïveté d'un porteur de cartes. On parle aujourd'hui du social engineering et des attaques via les réseaux sociaux. Donc, tout le spectre d'un achat est attaqué par un fraudeur parce qu'il se dit, bah, le moyen de paiement n'est plus l'unique possibilité de frauder, je peux frauder autrement. Et malheureusement, parfois, le porteur lui-même peut frauder. Ouais, parce que j'ai le souvenir de ça, tu fais aussi des formations donc sur ce sujet-là, la lutte contre la fraude. Et il y a quelque chose qui m'avait marqué, moi, c'était tu vois, la fraude au retour. Donc c'est-à-dire que tu as toute l'étape du paiement, tu rentres, sur ton site internet, tu rentres tes données de carte ou tu payes avec, en virement instantané, carte ou autre. Tu reçois ton produit et même jusqu'après, tu vois, la réception du produit, on continue à avoir de la fraude. Et quand tu disais que c'est vraiment, toute la durée du parcours, client, c'est vraiment, jusqu'au bout. Et donc, tu vois, comment tu fais toi, en tant que spécialiste déjà, pour essayer de dire aux marchands comment est-ce qu'on va lutter contre ce phénomène sur, l'intégralité du parcours client?
Et aussi comment ils font, eux? Comment est-ce qu'ils utilisent, enfin, ils passent par quoi? Ils ont des algorithmes, je sais pas, Alors, ils sont ils sont nombreux, ils travaillent en groupe, enfin, comment ça se passe? il y a un peu de tout, hein, le fraudeur, il est comme toi et moi, hein, il se lève le matin, il se couche le soir, il a ses pauses, il va déjeuner, donc un marchand, pour lui, c'est assez facile d'identifier son réseau de fraudeurs et il sait très bien qu'il va se lever, à 10 heures le matin, pas trop tard, il va commencer à attaquer. Mais comment on fait? Le marchand, lui, il a ses failles via ses conditions générales. Tu parlais de fraude, alors il y a les fraudes à la livraison, les fraudes au retour, hein, c'est un peu le phénomène, qui attaque les marchands aujourd'hui. Mmh. Les conditions générales, c'est peut être des délais, on peut réduire les délais de retour d'un produit. Alors après, par rapport à la concurrence, ça peut être désorientant et pour le client, il peut avoir une fuite de clients vers le concurrent. Mais il faut qu'il arrive, en fait, dans ces conditions générales, à bien exprimer comment un remboursement sur un retour colis, doit se faire. Donc, lui, il va vérifier l'ensemble des étapes si elles sont respectées par le client. Encore une fois, hein, je t'ai dit tout à l'heure, le client, le porteur du moyen de paiement peut être aussi le fraudeur. Ouais. Il va dire: «Tiens, ça a marché une fois, peut-être que ça marche une deuxième fois, alors que j'ai bien reçu le colis, j'ai peut-être reçu 2 jours après, mais j'ai fait mes réclamations avant». Heu, Tu demandais: «Mais comment le fraudeur il fait? Comment les fraudeurs ils font?» Et c'est des prédateurs, hein. On aime bien ce nom, de prédation. C'est des prédateurs. Ils ont des outils, ils ont des moyens, beaucoup plus qu'un marchand Mmh. et probablement parfois autant qu'une banque ou même meilleur qu'une banque. Ils vont utiliser l'intelligence artificielle, ils vont utiliser, un ensemble de serveurs, pour lancer ces attaques, on parle des attaques DDoS, mais c'est des attaques, pour faire tomber les systèmes. Mais sur la fraude en elle-même, ils vont utiliser des robots, ils vont utiliser cette intelligence artificielle pour essayer d'attaquer, un marchand, une base de données chez un commerçant, sur du gaming ou sur du gambling, donc les casinos en ligne et les jeux en ligne, pour attaquer les bases de données clients. Attaquer un marchand, c'est lancer, des attaques sur un ensemble de numéros de cartes, un ensemble on parle de BIN, voilà, ils ont une série de numéros de cartes sur un BIN donné et puis ils ont lancé, des milliers d'attaques. Alors c'est pas eux à la petite main, hein, c'est des robots qui le font. L'avantage, d'une banque ou, d'un marchand, qui va utiliser des solutions externes, Mmh. c'est que ces banques et ces marchands ont une base de données clients, ont une bibliothèque via leur intelligence artificielle. Ils connaissent leurs clients, ils connaissent leur parcours, ils connaissent leurs, utilisations enfin, leur fréquence d'achat ou façon d'acheter. Ouais. Là où le fraudeur, lui, le prédateur, il n'a pas forcément une cible. Il va cibler en gros, en masse. Il n'a pas forcément une cible client. Donc il n'a pas la connaissance, client qu'un marchand et qu'une banque peut avoir. Mmh. Et donc, ce jeu de prédateurs et d'algorithmes, je dirais que l'avantage, il est donné, aujourd'hui du bon côté, parce que leur bibliothèque est enrichie par l'intelligence artificielle, par, l'IA générative aussi, qui peut prévoir peut-être des futures attaques. Là où le fraudeur, lui, voilà, il va utiliser un IA, peut-être un ChatGPT au début et puis Ouais. après, un peu l'enrichir et il va programmer ses attaques. Sans cible, précise, sauf une cible, générique. Oui, mais donc pour que ça se passe bien, on est vraiment obligé de collaborer. C'est-à-dire que, enfin, chez le marchand, il y en a certains qui ont, une équipe fraude et paiement, maintenant, mais c'est pas le cas pour tous. C'est-à-dire que cette équipe-là, doit pouvoir collaborer avec les équipes en charge de la logistique, doivent pouvoir collaborer avec, bah, tu vois, ceux qui s'occupent, qui récupèrent les datas et cetera et donc ouais, travailler tous ensemble, analyser cette donnée et pour que ce soit vraiment efficace sur tout le parcours client. C'est un peu ça le Ah, sujet. effectivement, tu as entièrement raison. Alors, il y a des entreprises qui ont les moyens d'avoir des équipes dédiées de lutte contre la fraude et de paiement. Il y en a d'autres sur les petites entreprises ou alors du mid-market
qui ont pas les moyens ni humains ni financiers de le faire, donc ils font un peu de tout. Et donc ils se parlent eux-mêmes. C'est juste pour dire que c'est extrêmement important, que les équipes, discutent entre elles et soient formées sur la lutte contre la fraude. D'ailleurs, Mmh. c'est ce que Galit recommande dans ses formations. C'est que l'ensemble des business units soient formés à cette lutte et discutent ensemble, discutent dans les process pour les améliorer et discutent pour le partage des données en faisant attention, parce que c'est assez réglementé, on partage des données en interne, hein. Mais on peut pas partager les données marketing, pour la Ouais. fraude pour le marketing et cetera, donc c'est assez conventionné. Mais pour la lutte contre la fraude, il y a pas trop de problèmes, on va lutter et donc c'est récupérer les données de la compliance, contre la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, récupérer cette donnée-là, récupérer les données côté cybersécurité, qui eux ont une vision sur ce qui se passe, déjà sur les attaques propres à leur système informatique, mais aussi peuvent aller voir ce qui se passe sur le dark web si jamais la marque, tout comme les banques, sont mentionnées et apparaissent dans le dark web. Si jamais une des banques a une faille, quelque part, ça peut être mentionné. Et si jamais le marchand a une faille dans ses conditions générales, dans ses conditions de remboursement, ça peut apparaître sur le dark web sur la fraude, on parle de fraude 3.0, sur la fraude 3.0, fraude as a service, où on va Ouais. expliquer comment frauder tel ou tel site. Donc ce partage de données et d'informations est important, de l'acquisition, du marketing jusqu'à, tu parlais de la logistique, sur la supply chain. Faire attention, il faut le colis en retour, il faut vérifier telle ou telle situation, est-ce qu'il a été utilisé, est-ce que le colis est vide, et tout Est-ce qu'il y a ça. vraiment l'objet? Parce que Et- c'est aussi ça le sujet. Exactement. Et que les systèmes, les CMS soient alimentés de ces informations-là pour que le service client, lui, ait une vision globale de ce qui s'est passé. OK, et alors ça, tu vois, on se pose un peu la question, tu sais, quand tu vas faire ton achat sur internet, tu as la question du 3D Sécu, et cetera. Est-ce que si on met trop de moyens pour lutter contre la fraude, est-ce que le client lui-même, au moment où il achète quelque chose, est-ce qu'il va être contraint par, tu vois, tous ces moments de lutte? Ah, Parce que, par exemple, le 3DS, c'est un exemple, il y en a, qui peuvent c'est une donnée qu'on connaît tous, mais il y a beaucoup de gens qui arrêtent un paiement au moment où il y a un 3DS, tu vois? Et est-ce que donc cette lutte contre la fraude, est-ce que ça peut être un problème pour les marchands et comment tu le gères? Comment tu l'anticipes ça? alors, c'est évident, on parle de frictionless, on parle de Graal, le paiement invisible, c'est le Graal Ouais, du payment manager dans le e-commerce. C'est un jeu de balance et d'équité entre la sécurité et la conversion. Donc, c'est vraiment le rôle du payment manager, hein, de ne pas mettre trop de freins sur la conversion, sinon il va se faire taper sur les doigts par l'équipe marketing. mmh. Mais tout en sécurisant sa transaction. Donc, c'est un jeu d'équilibriste, et c'est un jeu face au prédateur. Le prédateur, dès qu'il va voir une porte ouverte, et ben, il va foncer dedans. Le but du jeu, c'est de la fermer, cette porte. Le Il y a des solutions, hein, qui existent. Avec le 3DS, on a, toutes les transactions, pour les demandes d'exemption. Quand on fait un appel 3DS, le marchand peut glisser sa demande d'exemption parce qu'il connaît son client. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est important de remonter toutes les informations du parcours de la transaction dans le CMS. Ouais. Ça, le service client, lui, peut suivre ses process de remboursement et pour les demandes d'exemption, eh ben, je vois, un profil client, c'est plus, un persona au final. On va lui attribuer une espèce d'identité numérique pour dire: Mmh. «Ah, celui-là, je le connais, vas-y, l'embête pas sur du 3DS». Au final, ce sera l'émetteur qui décidera de toute façon, mais on peut faire ce jeu d'exemption. Ouais, puis on en parlait l'autre fois, c'est vrai que ça va très loin. C'est-à-dire que ça peut être, telle personne se connecte à tel moment de la journée, tu vois, à tel endroit du globe, c'est pas normal, donc du coup, on va bloquer le paiement ou demander au moins un 3DS. Donc c'est vrai que cette analyse-là des données, elle est quand même, hyper poussée, ouais. Alors, elle est poussée et je dirais elle est basique. C'est une donnée Ouais, basique, le jeu de la lutte contre la fraude, c'est l'utilisation de la data. donc elle est bien exploitée, en fait, c'est surtout ça. Il faut bien l'exploiter et bien la compartimenter. Ouais. Parce que toute donnée, quand on met un ensemble de données dans un système, si on lui dit pas, bah, ça peut être de la fraude, ça c'est peut-être, ça, je sais que non. Si on la compartimente pas, bah, l'IA en elle-même, elle va avoir du mal aussi à comprendre. Et donc, c'est le thème du podcast, mais du coup, dans, cet environnement, de fraude 3.0, quel est, pour toi, le cap à tenir et quelle est ta recommandation?
Alors, il y avait une première étape qui était, sur la fraude classique, c'était, anticiper, réagir et heu et heu Et prévenir ou un truc et comme ça? alors là, c'était plus pas c'était au-delà de la prévention, c'est la répression. Mmh. Aujourd'hui, sur le 3.0, c'est anticiper toujours, en tout cas essayer, discuter avec votre réseau, pour essayer d'imaginer une nuage de fraude. Tout ça pour vous protéger, donc on est dans la protection et puis, transparence. Soyez transparent au sein de votre entreprise sur ce que vous faites, Mmh. dans vos process. Ça vous aidera aussi pour être réglementaire vis-à-vis de la CNIL, vos process doivent être écrits. Tout ça, en fait, pour dire que rien n'est jamais acquis. On travaille constamment, on anticipe constamment, et c'est ça le nerf de la guerre. Rien n'est jamais acquis, on aura toujours du boulot. Merci Nicolas pour, ces enseignements, tout ce que tu nous as appris Je t'en prie, c'est pas avec plaisir. et voilà, merci à vous de nous avoir écoutés et retrouvez-nous dans un prochain épisode, toujours sur les paiements.